Bonjour à tous. Webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises autour d'un sujet original, autour du manager coach. On pensait que c'était un sujet intéressant en ce moment de reprise au bureau, de voir un peu vos relations en tant que manager, mais aussi avec vos collègues et de voir comment nous, on pouvait vous aider, pendant 1 heure et demie autour de ce sujet-là avec, l'intervention d'une experte, et puis pour que vous puissiez vous saisir de ce sujet et pouvoir repartir en entreprise avec des outils, des premières pistes, des solutions à mettre en œuvre, pour, améliorer, vos relations au quotidien et puis améliorer aussi, potentiellement l'ambiance, de votre équipe de vos équipes. Donc, je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires RH au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Donc Aurélie sera votre porte-parole. N'hésitez pas à vous saisir de ce sujet pour poser vos questions dans le chat, intervenir, partager vos expériences. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à nouveau Yaël Darsalanen. Bonjour Yaël. Bonjour à toutes les deux. Donc Yaël, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce deuxième webinaire animé autour de ce sujet-là. Ça tombe bien parce que tu es toi-même coach, Yaël. Donc, tu as à cœur aussi d'appliquer un peu ce que tu vas nous livrer tout au long de ce webinaire, à la fois en tant que manager de ton entreprise, mais aussi pour tes clients que tu accompagnes de ton pays groupe. Donc, tu es directrice des territoires Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que tu peux nous donner 2 mots sur BPI Group pour BPI est un parle. groupe, un réseau intégré avec effectivement plusieurs centaines de consultants. On intervient sur 3 terrains de jeu, à la fois la partie emploi et territoire, sur toutes les études territoriales de bassin et quand des organisations vont avoir des plans sociaux, des plans de départ volontaire, des outplacements, pouvoir effectivement accompagner entre guillemets, une éventuelle réduction de voilure, parce que l'activité n'amortit pas l'intégralité des équipes. Une autre partie sur effectivement la transformation en relation avec les transco, GEPP, RPS, plein de jargon, plein d'acronymes RH, mais qui effectivement accompagnent toutes les transformations quand les organisations sont en plein changement et doivent repenser leur modèle. Et puis toute une partie talent, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, qui elle va plutôt être centrée sur le coaching individuel, le coaching d'équipe et tous les assessment centers, tous les bilans, enfin tous les éléments qui vont permettre aux collaborateurs, cadres et non cadres, de pouvoir se poser des bonnes questions et se développer dans leur parcours professionnel. Voilà. Super, merci On Yael. a la particularité d'être un réseau quasi 100% intégré, c'est-à-dire que là, sur Lyon, on est une vingtaine de consultants. Effectivement, le fait d'avoir une équipe intégrée joue pour beaucoup, à la fois sur la qualité de nos interventions et aussi sur le modèle qui est, dans ce cas-là, parfaitement aligné. Parfait. Quelques petits rappels, donc on vous rappelle que vos micros sont coupés, mais vous avez le chat pour intervenir. Il y aura un replay, mais l'intérêt effectivement de se retrouver autour de ce webinaire, c'est de pouvoir échanger et discuter de vos problématiques. J'ai pas représenté Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, peut-être en 2 mots, donc association de développement économique, mais je vois qu'il y a beaucoup de fidèles aussi, pour accompagner donc les entreprises au niveau de la région sur leurs problématiques de développement économique, d'investissement, d'innovation, de développement à l'international, financement européen, d'attractivité et d'emploi-formation, bien sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, on est ensemble autour de ce webinaire. Donc Aurélie sera votre voix, donc n'hésitez pas. On a notre petit rituel pour les habitués. On vous demande un petit peu comment vous allez en ce jeudi matin, un peu frais mais ensoleillé, hein. Voilà, quelle est votre humeur du jour? Quelle est votre émotion du jour? N'hésitez pas à nous la partager, c'est pour nous important. Moi, ça va bien. Aurélie, comment ça va? Ah ben, très bien, en forme, très en forme. Yaël? Plein soleil. Et c'est vrai que dans le sujet sur lequel nous avons travaillé, il est important d'avoir un peu la photo de vos énergies pour pouvoir bien s'aligner et ajuster les différents temps de ce webinaire. Mais en tout cas, plein soleil et plein de belles énergies. Voilà, Alors, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat, ouais. au taquet, pour bien commencer,
J'ai bien également, belle journée pour moi, la pêche et plein de curiosité. Ah, super, tant mieux. Tout va bien pour moi, belle journée et très à l'écoute. Oh, Yael, tu es attendue. Ok. Inquiétude. Bonjour, content de participer à cette session. Au top du top. Waouh! Ça, c'est chouette, parce que dans le métier du coaching, on doit confronter et conforter. Conforter pour rassurer, capitaliser, mais aussi un peu confronter et appuyer sur des fois des petits boutons qui font un peu mal. Donc, si effectivement toutes les personnes connectées, et vous êtes près d'une quarantaine, êtes plutôt en bonne énergie, on va pouvoir jouer sur ces deux tableaux. C'est une bonne nouvelle. Voilà, je n'ai pas plus. Très bien. Bah, super. Allez, on est parti, Yael. Je te laisse la main. Et puis, voilà, n'hésite pas à vous poser quelques questions, essayer de rendre ça le plus interactif possible malgré la modalité. Et voilà, donc on est là pour vous et Yael est là pour vous aujourd'hui. C'est vrai qu'avec Farida et Aurélie, quand on a travaillé sur le sujet et sur l'intervention d'aujourd'hui, c'est audacieux de prendre un sujet qui s'appelle Manager Coach dans un webinaire interactif avec des personnes qui ne se connaissent pas. Puisque le prérequis effectivement de notre métier, c'est de créer d'abord une dimension et un lien fort de groupe pour pouvoir être dans les terrains d'autorisation. Donc c'est notre pari aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager différents outils, mais de ne pas le faire dans un module et un modèle trop conférencier avec des slides et des slides et des slides, sinon on vous perd en route, et d'en faire vraiment un travail interactif. Donc, n'oubliez pas que la particularité effectivement de ce webinaire, c'est d'être basé sur votre matière. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner des éléments, mais votre matière va nous servir effectivement de travail et de regard croisé. Et c'est toute la force et toute la confiance, en tout cas, que j'aimerais pouvoir avoir à vos côtés. Et pour pouvoir vous donner un petit peu au menu de ce jour un aperçu des outils de coaching, voilà, vous avez différentes thématiques qui apparaissent que je vais aborder de manière un peu légère en temps dédié, évidemment, puisque évidemment chaque sujet est beaucoup plus étayé, mais ça va vous donner quelques clés de décodage sur ce métier. J'ai été pendant 15 ans moi, en management d'équipe, et à l'âge de 40 ans, j'ai basculé. De l'autre côté du miroir, je me suis formé et certifié au métier de coaching. On a une palette de plusieurs dizaines d'outils qui font qu'en fonction de nos situations d'accompagnement, individuelles comme collectives, on va effectivement appuyer sur certaines pièces de puzzle, mais il y a des prérequis qui sont des fondamentaux et l'idée, c'est de pouvoir vous les partager en bienveillance. N'hésitez pas à nous challenger. J'ai toujours un prérequis. J'entends ne veut pas dire j'adhère. Vous pouvez entendre ce que je vais vous partager, ne pas adhérer, et c'est OK. Et c'est là où ça commence, je dirais, et ça ouvre l'intérêt de notre échange. Alors en intro, petit clin d'œil, puisque vous le voyez sur la slide d'après. J'aime bien les métaphores et allégories, et j'aime bien ces deux citations, une de Sénèque et une de Ron, qui dit « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. » Le vent est le même pour tous. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette signature de manager coach, tout va dépendre des outils. Il faut que ça infuse, il faut que vous puissiez vous imprégner de ce que l'on va se dire aujourd'hui. Mais c'est vous après qui allez donner le cap. Et ce cap, d'ailleurs, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne connaît pas son port. À vous de le déterminer. On va avoir dans notre écosystème à chacun d'entre nous, perso comme pro, des personnes, un écosystème qui va pouvoir parfois nous aider en accélération, qui va déclencher certaines résistances. On peut avoir des irritants, on peut voir avoir des opposants, des personnes qui ne sont pas en alliance avec nous. Mais en tout cas, voilà, il y a un cap qu'il faut qu'on essaye de garder les uns les autres. Et j'espère que le petit partage que je vais vous faire aujourd'hui démystifiera la signature du coaching. On en parle beaucoup, du coach, des coachs de partout, mais il y a effectivement quand même certains prérequis. J'ai eu l'occasion, moi, précédemment, dans un job précédent, de superviser des consultants. Et quand on est dans ce métier de coaching, il y a certains prérequis en termes d'éthique et en termes de posture qui sont incontournables et sur lesquels il va falloir être très vigilant. Je vais essayer de vous les partager. Plusieurs choses déjà sur le contexte et ce qui se passe effectivement pour ce webinaire. Premièrement, et vous l'êtes tous assurés, concernés par des business models qui évoluent.
Il y a eu bien sûr l'impact de la crise sanitaire. Il y a le modèle de l'hybridation du travail qui, pour beaucoup d'organisations, doit s'installer. Il y a de nouveaux savoir-faire, de nouveaux modèles opérationnels, de nouvelles relations. En tout cas, au niveau pilotage de projet comme pilotage d'équipe directe, matriciel comme fonctionnel, on est dans un écosystème qui bouge et sur lequel on doit s'ajuster et s'aligner. Parce qu'il y a des enjeux commerciaux, de marché à sécuriser, parce que la démarche collaborative devient aujourd'hui un prérequis, ça a toujours été présent, mais là, le cross-fonctionnel est de plus en plus attendu. Il y a un vrai problème de sourcing, on en parlera dans quelques semaines, on y reviendra, mais effectivement, il y a un vrai problème de sourcing, de recrutement, parfois de maintien et de rétention des talents, d'engagement aussi des équipes par rapport à ce qu'ils ont vécu depuis plus d'un an et demi. Et donc, il faut gagner en agilité, à la fois situationnelle, managériale, en flexibilité, et peut-être réinventer sa signature et son mode opératoire pour accompagner les équipes et accompagner le changement. Donc, j'ai certains petits trucs et astuces qui vont peut-être vous permettre de vous poser avant tout déjà des questions pour vous, dans votre signature managériale, mais qui peuvent aussi vous servir en prétexte de conversation avec vos équipes. Rien ne vous interdit de pouvoir, tout autant que Farida l'a fait, faire le petit jeu de la météo au début. Ça donne un peu le tempo. Quand je suis avec des équipes avec une météo qui n'est pas plein soleil, je vais avoir effectivement une posture et une approche de travail distincte de collaborateurs qui sont plutôt plein soleil et qui, à l'inverse, sont en capacité et en bienveillance d'accueil de ce qui va être fait. Donc, on doit être conscient que cette rentrée de septembre est partie sur les chapeaux de roue. Quand je discute avec l'ensemble de nos clients et toutes les équipes confondues, c'est parti, mais alors en mode accéléré. Juillet a été aussi très intense. Donc, c'est vrai que l'accalmie, entre guillemets, du mois d'août a été assez restreinte. Et on est avec une sorte de course à la performance, de course à tenir le cap de 2021, une course à ne pas louper 2022, comme si on était avec un compte à rebours. Et donc, ça nous enclenche dans des postures à la fois où on doit être avec des quick wins, hein, des éléments très rapides de dernière minute et avec des enjeux court-termistes, mais aussi avec une vision à pouvoir porter et partager. Donc, quand on est conscient de tout ça, il faut être conscient des énergies et de la façon dont les équipes et vos équipes vont accueillir toutes ces injonctions, certaines sont paradoxales, qui peuvent avoir lieu entre le court terme et le long terme. Et ces business models qui font que la vitesse de croisière dans une entreprise, ça n'existe plus. Donc, on est effectivement avec des mouvements très saccadés et il faut trouver ses propres ressources en tant que manager ou dirigeant d'entreprise, mais aussi être à l'écoute des ressources de nos équipes. Il y a certains prérequis. Et chez BPI, alors là, c'est vraiment le fil rouge que l'on a tous quand on accompagne les organisations. Un, il faut être conscient que dans tout changement, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il y a toujours une partie d'impondérable, une partie non maîtrisable, et le surcontrôle ne peut pas être envisagé. Deux, et alors d'autant plus avec ce qui va se passer aujourd'hui, vous pouvez ne pas tout comprendre. Il y a peut-être certaines slides, certains supports que je vais vous partager, vous allez dire, c'est quoi cette histoire, j'y comprends rien. C'est OK, acceptez de ne pas tout comprendre. On sait que dans un processus de coaching, et surtout dans un processus d'être un petit peu manager coach, il faut que ça infuse et il faut effectivement pouvoir travailler et sur soi, dans sa conscience personnelle, et aussi en observation de ce qui se joue autour de soi. Il y a l'intelligence collective. Et là, vraiment, je compte sur vous. Vous êtes près d'une cinquantaine connectés. Il est vraiment important que l'on se fasse confiance entre les uns et les autres et que dans cette intelligence, par rapport à certains sujets, voilà, je puisse m'autoriser à dire, tiens, c'est un sujet vraiment pertinent, on va pouvoir un petit peu le revisiter, ou à l'inverse, dire, tiens, ça c'est un cas très particulier, je ne voudrais pas faire prendre un risque à toutes les personnes connectées de cette intelligence collective. Prendre de la hauteur. Notre logo, quand on est coach, c'est l'image de la girafe. On a deux animaux, en fait, en référence dans notre métier, la girafe et le dauphin. La girafe, c'est pour la vision panoramique. On a une vision d'en haut. Et on va un peu comme un drone observer ce qui se passe avec un regard et un long coup de ce qui se joue au sein d'une organisation, au sein d'entreprise. Mais on est aussi ce qu'on appelle des dauphins, la percée du dauphin, où là, on va avoir besoin de surfer sur les vagues et passer à travers, effectivement, certains environnements plutôt maritimes. La force de conviction. L'individu est rarement convaincu avant d'agir. Ça, c'est un prérequis qu'il faut vraiment avoir en tête, quelles que soient vos signatures managériales, et on a tous, un ADN qui peut être distinct. Si les personnes avec lesquelles on travaille ne sont pas convaincues, vous allez passer au forceps, vous allez passer en force, et vous allez rendre l'exercice compliqué. Donc, il y a tout un travail de sens et de conviction à avoir pour pouvoir embarquer. Et puis, il y a des étapes. On faisait allusion tout à l'heure, BPI, effectivement, intervient beaucoup au sein d'accompagnement
de transformation. Et souvent, on se dit, oulala, transformation, c'est des usines à gaz, c'est des très gros dispositifs. Pas du tout. On peut, pour quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, accompagner toute une transformation d'une organisation de 40, 50, 60 personnes. Là, j'ai un cas concret d'une entreprise. Ils étaient 20, ils sont passés à 30, maintenant ils passent à 40, ils savent que demain ils sont à 50. Ils nous demandent juste de les aider à pouvoir accompagner par étapes, je dirais, ces différentes transformations et ce structurant qui est en train de se mettre en place. Donc, il ne faut pas rater certaines étapes clés et là-dessus, ne pas hésiter à lever la main en disant, tiens, est-ce qu'on peut faire un petit diagnostic, un petit point d'étape pour voir effectivement comment on est en train d'organiser notre business model. Donc ça, ce sont des prérequis à avoir en tête, mais le coaching, ce n'est pas que des outils. Les outils ne sont que des prétextes de conversation. Le coaching, c'est une posture, et vous allez le voir, qui va être axée sur certains incontournables. Si je dois juste vous partager mon expérience là-dessus, pendant 15 ans, j'ai été manager de business unit et de division. J'avais 400 personnes dans mes dernières fonctions. Et quand je me suis retrouvé junior coach, baby coach, le plus dur, ça a été pendant un an d'accueillir, de ne plus être décisionnaire, de ne plus être interventionniste et d'être juste force de proposition et force d'option. Et ça, c'est un mindset, c'est un état d'esprit très, très particulier parce qu'on a envie de, tiens, tu pourrais faire ça, tiens, pense à ça. Non, on ne peut pas. On va amener le client par une posture, par des outils, par une stratégie, avec différentes étapes aussi, à pouvoir prendre conscience de comment il peut y arriver et donc lui-même être convaincu, lui-même se l'approprier. Nous, on n'est que des facilitateurs. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. J'ai pris le temps pour poser le cadre parce qu'effectivement, manager coach, on n'est pas en apprenti sorcier. On ne peut pas s'amuser à expérimenter puis ça ne marche pas, tant pis. Parce qu'on peut avoir un effet, je dirais, qui se coule, qui puisse être pas très approprié et qui puisse plutôt porter préjudice à une équipe. Là, j'avais envie de vous demander, finalement, au premier regard, pour vous, manager coach, c'est quoi les compétences et c'est quoi l'incontournable, s'il y en avait? Alors, ils sont tous importants, mais si vous deviez en choisir un, quelle serait, selon vous, effectivement, la compétence qui est obligatoire pour pouvoir se donner cette signature? Alors, je vais lancer. Je rappelle juste, et Yael vient de le dire, qu'il y a une seule réponse possible. C'est vraiment caractérisée par la plus importante à vos yeux. Donc, je lance. C'est parti. Alors, évidemment, tout est important. Mais selon vous, quand on est manager coach, sur quoi il doit y avoir une extrême vigilance? Je laisse un peu. Bon, il y en a qui se dénotent largement. Ah, intéressant. Voilà. C'est bon. Je partage, Yael. Donc, on voit majorité, enfin un peu similaire, donner confiance, écouter activement. Ensuite, on a clarifié, questionner. Enfin, c'est plutôt questionner et ensuite clarifier et pas du tout être proactif. Intéressant. Alors, on va passer à la slide d'après parce qu'effectivement, tout est important. Vous avez touché juste. Effectivement, les 4 premiers sont majeurs puisque dans la posture de manager coach, on a 4 points de centrage. Le premier, on est centré sur le coaché. On se doit de le protéger. On doit avoir confiance en lui. On peut lui donner des options, mais s'il n'y va pas, s'il ne prend pas certaines options, s'il ne trouve pas certaines solutions, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on doit être en accueil, en totale bienveillance et être en alliance avec lui sur le mouvement qu'il opère ou non. Ça, c'est super important. 2, on doit aussi être centré sur la relation. Parce que, et là vous l'avez, le mot écoute, le mot confiance, feedback, honnêteté sont super importants par rapport à ce qui se joue. Il m'arrive, moi, de ne pas assurer certains coachings et de proposer d'autres coachs de mon équipe parce que je sens que la relation n'est pas une relation de confiance et qu'effectivement, je vais avoir des petites antennes qui vont me laisser penser qu'il y a un sujet dans ce qui se joue entre les deux personnes, entre le coaché ou la coachée et moi-même, et que pour le bien protéger et bien réussir le coaching, si le fit ne passe pas, c'est pas grave,
on va effectivement proposer d'autres coachs. Et d'ailleurs, dans les usages, nous, chaque fois qu'on a des missions, sauf cas exceptionnel, quand les clients effectivement souhaitent particulièrement un coach qu'il connaît ou dont il a eu recommandation, je vais toujours avoir le postulat de proposer ce qu'on appelle un shopping de coaching dans notre jargon, proposer plusieurs coachs, puisque rien que déjà la rencontre avec le coach, rien que la relation qui va s'établir entre les différentes personnes, fera que ça va déjà parler de la personne dans le choix du coach qu'elle fera. Le besoin, effectivement, leur clarification est ressortie un petit peu moindre, mais néanmoins, c'est super important de bien s'assurer, de bien nettoyer ses lunettes, entre guillemets, et de bien s'assurer ce dont le client a besoin. Ce n'est pas nous le besoin et la façon dont on peut la formuler, c'est ce dont il a besoin lui ou elle. Et ça, c'est très, très important de se mettre dans son modèle et non pas dans le nôtre, dans notre référentiel. Et le vrai travail, effectivement, de la posture de coach, c'est de ne pas être dans notre référence, mais dans le leur. Et puis le questionnement, alors celui-ci, c'est probablement pour moi le numéro 1. Il y a la relation qui est importante, il y a être centré et focus sur le coaché, il y a bien l'écoute du besoin. Mais le questionnement fait que le coach, avec ses questions de coach, et souvent on en fait des clins d'œil, va évidemment faire grandir et développer la personne. Et là, on va jouer sur des questions ouvertes, fermées, des questions à choix multiples, toujours avec une approche qui sera bienveillante et qui sera un petit peu des questions haut d'iceberg qui vont nous embarquer dans le bas de l'iceberg et sur le fond du sujet. Il est très fréquent d'une question par rapport à ce qui va se jouer, très rapidement, on va pouvoir tirer le fil rouge et se rendre compte que le problème de fond n'est pas ce qui était affiché en haut de l'iceberg, mais qu'effectivement, il y avait des choses d'induites qui sont importantes, d'où effectivement cette juste distance et cette juste posture. Quand on des dispositifs pour développer des équipes en manager coach, quel qu'il soit, cadre et non cadre, on va souvent commencer par un jeu, je ne le détaillerai pas plus, parce que si certains d'entre vous le vivront à nos côtés, il ne faut pas que je leur donne les trucs et astuces, mais on va faire le jeu du guide et de l'aveugle, et on commence par ça. C'est bluffant par les enseignements déjà de cette mise en situation où en silence, on va faire vivre quelque chose au coaché et au coach. Alors, je parlais de lunettes, de bien nettoyer ses lunettes, mais je parlais de cadre de référence et être en accueil qu'on peut voir d'une même situation ou d'un même sujet quelque chose de différent. J'avais envie, alors cette image est connue, alors ceux qui connaissent, n'hésitez pas à répondre ou pas, alors là c'est à convenance, mais finalement, on voit un personnage sur cette image. Mais quel personnage voyez-vous? Et donnez-nous votre réponse et vous risquez d'être étonné peut-être au regard du chat sur ce qui va se jouer par certains et par d'autres. Alors, donc allez-y, une jeune femme. Et je connais, mais en premier regard, je tombe sur la femme jeune. Deux visages. Ouais, il y en a beaucoup qui connaissent. Une jeune femme, une vieille et une jeune femme, une vieille dame. Il y a effectivement les deux personnages, la jeunesse et la vieillesse, la jeune femme avec la houppette et la personne plus âgée avec un autre regard. Vraiment, je vous propose de prendre 2 secondes pour celles et ceux qui connaissent l'exercice, mais posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à voir les deux personnages? Et retrouvez effectivement cette vieille femme qui est le visage penché, le nez assez présent, son manteau, et cette jeune femme qui est avec cette petite houppette. Si je fais ce petit clin d'œil, cette image est connue, alors on a plein d'images qui existent avec effectivement un double regard, voire un triple regard. Il faut toujours se dire que quand on va travailler avec un client, et quand vous allez travailler avec vos équipes, vous devez toujours essayer de changer de perspective, vous mettre à la place de l'autre. Et là où vous pouvez avoir une intention, un cadre de référence, celui de l'autre peut être distant. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour faire un petit peu le tour de chauffe de cette humilité qu'on doit avoir dans la posture de coach. Juste, on me précise, pas évident de voir de suite l'autre femme présente. Voilà, il y en a qui distinguent plus la jeune de la vieille dame. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, Aurélie. Oui, 2. Non, j'en ai qu'une, pardon. Manager et coach, pardon. Changement de coach, point d'interrogation. Comment faire sur une petite équipe avec un seul manager? C'est sûr.
Quand on est seul avec une petite équipe, l'important, c'est de créer la relation. Et vous allez le voir par les différents points qu'on va essayer d'échanger. En fait, je peux travailler avec des organisations, et là, je suis sur un projet où on est sur des centaines de managers, avec tout un processus et tout un dispositif à mettre en place, comme on peut être en focus sur juste une simple équipe. J'ai même certains dirigeants qui me disent, bah, finalement, moi, je ne veux pas former, parce que j'ai qu'un manager, je veux que tu me formes à être manager coach. Là, on a un cas concret sur Dijon, d'une cadre d'entreprise qui dit, bah voilà, moi, j'aimerais un temps dédié pour que tu puisses nous former et me former sur cette posture de manager coach. Donc, finalement, on peut être soit sur le manager qu'on va former et à qui on va donner des trucs et astuces, soit sur une équipe managériale. Et donc, l'avantage, c'est qu'on crée une dynamique de pair, PAIR, hein, et donc on embarque plusieurs personnes en regard croisé. Soit on est dans un schéma avec un très gros dispositif où là, on a plusieurs équipes, voire des dizaines d'équipes. Et alors là, ça donne effectivement un livrable avec des enseignements assez pertinents pour le dirigeant sur ce qui se joue et sur ce qui s'est passé par rapport à ces dispositifs d'accompagnement. Voilà, pas plus de questions. Allez, on avance. C'est le b.a.-ba, c'est avant de rentrer dans certains outils, on l'a vu, hein, il faut accueillir ce qui va se jouer pour l'autre, accueillir un changement de cadre de référence, être en bienveillance, être dans une posture plutôt de questionnement, d'écoute active et pas d'esprit solution immédiate. En tout cas, on le voit sur la slide après, il va falloir effectivement changer nos habitudes, puisqu'effectivement, il faut prendre conscience de ce qui va se passer, ne pas agir, battre tout ce qui est rationnel. Je travaille beaucoup sur les antennes avec nos clients. Un peu l'image de Spontex, pardon pour certains clins d'œil ou certaines analogies, mais effectivement, dès que je suis en session avec un client ou une équipe, à titre individuel ou collectif, si jamais dans ce qui se joue, dans les regards, dans les phrases, dans le verbal, dans le non-verbal, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui tape sur moi, une résonance personnelle, hein, résonance RAI ou RA, hein, au niveau de tête et cœur, d'office, je vais la partager. Et je vais me dire, bah, tiens, bah, voilà, moi, c'est marrant parce que dans ta façon de me répondre, tu as eu le regard fuyant, qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce que ma question n'était pas appropriée. Je vais vraiment battre tout le rationnel pour être en accueil de toutes les émotions et de tout ce qui va se jouer dans les échanges et dans les conversations. Donc, il faut laisser passer. Et il y a des fois, bah, effectivement, ces antennes, je vais les intégrer et je vais voir si elles se vérifient avant de vraiment les poser. Ou alors, des fois, elles seront vraiment saillantes. Et là, je lâche le rationnel et je le pose en direct. Donc, pour changer nos habitudes, j'ai fait un petit clin d'œil sur un gâteau, mais voilà, quand on a une envie forte de manger quelque chose, on sait que c'est pas bon. Et pour autant, il y a le rationnel qui nous dit non, non, mais il ne faut pas le manger, et il ne faut pas y aller. Et en même temps, il y a un autre rationnel qui dit bah, c'est pas si grave que ça, on ne va pas non plus en faire tout un pataquès. Donc il y a cette prise de conscience de ce qui se joue dans le rationnel, et le rationnel n'est pas que le structurant bien cadrant. On peut aussi avoir un rationnel en disant c'est bon, on va faire l'injonction paradoxale, on y va, c'est pas si grave de le manger. Comme on le voit sur la slide d'après, effectivement, par rapport à ça, voilà. En fait, c'est jusqu'où je suis en conscience de ce qui se passe. Jusqu'où je suis en capacité d'accueillir la voix off, la voix on, entre guillemets, cette injonction paradoxale, ce cerveau qui est incroyable, qui effectivement me dit, enfin bon, tu peux te faire plaisir, il ne faut quand même pas exagérer, et l'autre cerveau qui me dit, arrête, tu t'étais posé un cadre, respecte-le. Et donc, on a en permanence cette bataille qui peut être soit inconsciente et indirecte, soit au contraire très visible. En tout cas, c'est très puissant. L'idée, c'est dans ce qui se joue et dans la perception qu'on va avoir de notre équipe, de ce qui se passe, de ce qui se joue, de certains conflits, de certaines tensions, de certains dysfonctionnements, ou à l'inverse d'une accélération, comment je régule tout ce que ça va pouvoir déclencher entre le in et le out, entre le off et le on, personnellement. Alors, j'en avais déjà parlé précédemment, mais on ne peut pas être manager coach sans être conscient de la courbe du changement. Je ne vais pas y repasser 50 heures parce que je sais qu'elle est connue pour beaucoup d'entre vous, mais vraiment, je vais juste vous expliquer, nous, en tant que manager coach, où est-ce qu'on fait le plus notre focus, puisque vous le savez, dans la courbe du changement, je suis face à un changement, je change de boss, d'orga, de chéri, de voiture. Quel que soit le changement, j'ai un processus. On l'a tous. Des fois, vous avez une courbe du changement, une courbe de deuil qui peut durer 10 ans, des fois, elle peut durer 10 minutes, mais on passe par les 4 étapes. Au début,
on apprend l'information, on est dans le déni. Moi, je ne suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois. Donc, tant que ce n'est pas effectivement officialisé ou acté, je vais être dans le oui-oui. Et puis après, il y a la résistance. La résistance, c'est les objections qui peuvent émerger par rapport à ce changement, par rapport aux usages, aux habitudes, aux process qui avaient lieu avant. Le pari, c'est effectivement de déclencher des résistances actives. Et puis à certains moments, on va être paumé, on va être centré sur soi, on perd ses références et on n'y comprend plus rien. Et c'est là où on va pouvoir commencer à expérimenter et à engager et se développer. Tout notre rôle de manager coach, c'est de travailler sur la deuxième case. Quand je suis face à des organisations, des équipes qui doivent effectivement changer, là j'ai un sujet d'équipe commerciale qui doit gagner en performance et en niveau de productivité, etc. Je sais qu'il va falloir jouer sur les résistances, sur les points de blocage, sur qu'est-ce qui manque, de quoi avez-vous besoin, etc. Et je vais déclencher les résistances actives. Parce que le plus dur dans une courbe de changement, c'est une personne qui va être en résistance passive, qui dira oui, oui, mais c'est un oui, oui, pose toujours tu m'intéresses, et finalement, elle reste en fait dans le déni. Et le oui, oui passif fait qu'elle n'est pas perdue et elle ne perd pas ses références, donc c'est très compliqué pour elle de pouvoir s'enclencher avec le nouveau processus et le nouveau modèle. Quand un de mes coachés me dit, mais Yael, putain, je suis perdu, j'y comprends plus rien, où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous nous embarquez par rapport au sujet sur lequel on doit travailler, je suis paumé. Alors là, moi, c'est cadeau. C'est le moment magique de coach, où là, plutôt que de dire, oh, mince, j'ai loupé quelque chose, je vais être avec une méga banane en disant, yes, le job est fait. C'est-à-dire que quand j'ai perdu le client, et qu'effectivement une équipe ou un client me dit, je suis paumé, j'y comprends plus rien, je ne vois pas où vous voulez aller, c'est que ça y est, il est en train de lâcher ses références, il est en train de lâcher ses points d'ancrage, et donc à partir de là, on va pouvoir expérimenter, tester autrement. Le fameux to dare, oser. Avoir l'audace effectivement d'explorer et d'accueillir que le modèle d'avant ne sera plus celui de demain. Et tout notre pari, c'est de perdre nos clients au sens positif pour qu'ils puissent explorer. C'est de pouvoir poser ces résistances d'une manière ouverte, affichée, les accueillir. Et il peut y avoir des moments de larmes, de colère, de coups de gueule, d'incompréhension, c'est normal. Tout votre rôle de manager coach, c'est quand vous sentez que votre équipe n'enclenche pas, c'est là la solitude du manager, c'est qu'il va falloir accueillir ce qui va se jouer pour votre équipe dans ces temps de résistance. Et c'est là où on voit effectivement la signature de leadership, la capacité que peut avoir ou pas, on fait des assessments là-dessus, d'un manager coach en gestion de crise à amortir cette résistance. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions sur cette courbe du changement qui est évidemment connue, mais vraiment là, je voulais faire un focus sur la case numéro 2, sur la case de la résistance jusqu'au creux de la vague, pour effectivement illustrer, nous, dans notre métier, même si on intervient sur les 4 temps, c'est là où je me rends compte, moi, d'un manager coach qui a fait le job. S'il a poussé la résistance et s'il a effectivement perdu ses collaborateurs à un moment ou à un autre, c'est qu'il les a mis dans le bon processus de conscientisation et d'accueil d'une nouvelle réponse. Non, j'ai pas de retour. OK. En tout cas, quand on est face à cette courbe de changement, évidemment, il y a plein de questions à se poser. Et les premières qui peuvent avoir lieu, c'est c'est quoi le prix que je vais avoir à payer, quel sera le prix à payer si je n'effectue pas ce changement. Je sais que dans mon intuition de cadre ou de dirigeant, je sais que par rapport à mon équipe d'aujourd'hui, On a perdu Yael. Oui, Yael, petit problème technique. Je pense que c'est un problème de réseau. Possible. Plus de son et image figée. Oui, oui. Ah, oui, tout à fait. Chez nous aussi. Comment ça, la situation? Joie de la technologie. Peut-être qu'elle va se déconnecter Et se reconnecter. Peut-être qu'on peut lancer le sondage qui suit, même oui. si on prend un petit peu d'avance. Donc, on reviendra peut-être sur ces aspects-là. On avait envie, avec Yael, de vous demander, en tant que manager coach, quelles étaient selon vous, les parties prenantes les plus importantes à embarquer par rapport effectivement à tout ce qui est
embarqués dans un nouveau projet. Donc, c'était soit les équipes de proximité, soit les clients, soit les fournisseurs, soit la direction, soit les collègues, sachant que, comme vous le disiez Aurélie, pour le premier sondage, on a privilégié une seule réponse pour que ce soit la plus importante. Aurélie, je te laisse lancer le sondage. Hop, c'est parti. Alors voilà, faites un choix parmi les 5. Ça vote, ça vote. Tant mieux, tant mieux. Ah, on me pose la question, Farida, quelle est la différence entre équipe de proximité et collègue? Équipe de proximité qu'on manage en fait. Et collègue, ça peut être périphérique, ça peut être différent entre guillemets de l'équipe en tant que telle en fait. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, je pense. Enfin, on va peut-être me dire. Oui, c'est bon. Merci. Ok. C'est bon, ok. Je laisse encore quelques petites secondes. Et je vais publier. Ouais. Ok. Alors, Ah, équipe de proximité. ouais, 51%. Et après, on a ex-aequo, collègue, direction. Donc là, on est dans une vision assez égalitaire, entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a retrouvé notre... Et si tu peux prendre une photo pour Yael, juste pour suivre, pour qu'elle puisse commenter ces chiffres, ou attends, je les note, 23%, 23%, voilà. Et puis il y avait 3% clients. Okay. Et puis, alors on avait envie de poursuivre. Je suis là à nouveau, est-ce que vous m'entendez? Ah, bah super. Bon, Excusez-moi. on a enchaîné sur le sondage. T'as bien fait. Il y a eu un problème de réseau, j'en suis désolé. C'est pas grave. Du coup, on a enchaîné sur la question des parties prenantes les plus importantes à embarquer. Et à 51%, les participants ont répondu équipe de proximité. 23% direction et collègues, ex-aequo. Et il y avait un Tu peux revenir sur la slide, c'est possible ou pas? Ouais, excuse. Ouais. Attends. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Et tu veux qu'on réaffiche les résultats peut-être? S'il te plaît, oui. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un moment important. Alors, voilà. Exactement. Voilà. Tu le vois, c'est bon? Ok. Donc là, on est effectivement sur un signal avec les équipes de proximité qui sont en première ligne. Et c'est vrai que là-dessus, dans cette signature de manager coach, il est vraiment important de s'assurer que son écosystème direct est bien aligné, bien en phase avec soi. Parce que si vous n'êtes pas avec déjà un modèle où vos équipes de proximité sont à vos côtés et en support, hein, comme vous pouvez l'être à leur côté, ça va rendre l'exercice compliqué avec vos pairs et avec votre direction. Donc, on est très en regard, on travaille beaucoup sur les RPS, sur les baromètres sociaux, très en regard sur ce qui se joue entre les équipes de proximité avec une liberté de micro. On fait des jeux des fois qui s'appellent des petits diagnostics, c'est simple et c'est pas compliqué, mais pour récupérer ce qu'on appelle les petits faits insignifiants, mais qui vont être un support de conversation avec les équipes pour comprendre ce qui se joue et un éventuel les alignements. Est-ce que tu veux qu'on revienne, Yael, sur la slide d'avant? Peut-être qu'il y avait d'autres choses que tu voulais. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Ok. C'est nickel. Donc, on avait aussi la question, que vous manque-t-il pour les embarquer et les garder mobilisés? Et là, c'était plus une question qu'on voulait partager dans le chat. Si vous pouvez nous faire un petit retour par rapport à C'est vos probablement besoins. le chat le plus important, entre guillemets, pour mon intervention d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fonction de vos réponses, ça va m'aider à pouvoir orienter, dans le cadre des slides que je vous présentais après, le tempo et les sujets liés à ça. Donc effectivement, voilà, n'hésitez pas à dire
où est le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous manque. Vous sentez qu'il y a un caillou dans votre chaussure de manager, vous avez du mal à embarquer, il y a des démissions que vous ne voyez pas, des talents que vous n'arrivez pas à garder, des personnes que vous n'arrivez pas à convaincre à embarquer, des collaborateurs qui sont désengagés. Là-dessus, j'ai d'ailleurs fait un TEDx pour info sur l'engagement coopté par la région, donc n'hésitez pas aussi à aller le voir si vous le souhaitez. Mais de quoi avez-vous besoin et qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir, dans votre signature manager coach, là où 51% des participants disent on a besoin effectivement de cette équipe de proximité dans notre signature manager coach, que vous manque-t-il? Alors, la direction doit impulser la vision et le manager coach doit y croire pour entraîner son équipe. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Je vais rebondir, si tu le permets, en mode un peu journaliste à chaque point. Effectivement, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne connaît pas son port. J'étais encore ce matin en réunion avec un client à ce sujet. Les objectifs court, moyen, long terme doivent être connus et partagés. S'il n'y a pas un alignement, s'il n'y a pas, je dirais déjà, une bonne compréhension du sens et du modèle de demain, ça va rendre l'exercice très compliqué. Le vrai sujet, c'est si le manager n'est pas en phase et n'est pas aligné avec ce qui est posé par la direction au niveau du sens. Et comment lui, en tant que manager coach, va pouvoir essayer de garder mobilisé et embarquer les équipes sur une vision auquel il n'adhère pas. Et bien là, moi, je vous challenge. Là, je confronte. Vous êtes plutôt plein soleil. Mais effectivement, quand on est dans une responsabilité managériale, si on n'est plus en phase avec une vision par rapport à une rédaction telle qu'elle est posée par une direction ou par un groupe, il faut vraiment faire un terrain de conversation et se poser les vraies questions. Parce que là, vous avez beau utiliser tous les processus, toutes les coms, tout ce que vous voulez, tous les trucs et astuces. Si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-vous de ma première slide, si vous n'êtes pas convaincu, ça va rendre l'exercice très compliqué. Et on ne peut pas, en tant que manager coach, ne pas être authentique dans l'émotion et dans ce qui se joue. Tout à fait. Alors, j'ai le savoir-faire, j'ai une stratégie et direction. Tu voulais rebondir sur le savoir-faire? Oui, sur chacun, si ça t'en est pas. Oui, bien sûr. On a du mal effectivement à embarquer ou mobiliser parce qu'il manque. C'est-à-dire quoi? Il manque un savoir-faire. C'est ça, si j'ai bien compris, Aurélie? J'ai juste le savoir-faire. J'ai pas plus. Alors, on sait Alors, toujours qu'il y a le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire faire. Il y a un vrai sujet et on travaille beaucoup sur les prospectives métiers actuellement. On a de plus en plus de commandes de nos clients qui nous demandent d'être sur la prospective et la cartographie des compétences. On en parlera prochainement dans quelques mois, mais c'est un vrai sujet sur de notre modèle d'aujourd'hui pour aller demain. Il nous manque certaines expertises ou certains savoir-faire. Le manager coach, son rôle, ça va être d'encourager la personne déjà à prendre conscience que certains savoir-faire peuvent être manquants et donc pose un vrai sujet sur le business, sur le modèle de demain. On fait bien le distinguo entre objet et sujet. Je ne m'adresse pas à toi, Gaspard, en tant qu'incapable ou incompétent de pouvoir le faire. C'est dans le rôle et dans la mission relative à ton poste qu'on a besoin de ce savoir-faire. Et donc, nous, on est là pour t'aider et ça ne remet pas en question toi, Gaspard, qui tu es personnellement. Et souvent, les personnes font une mauvaise analogie entre des fois une injonction qu'on peut avoir en tant que manager auprès d'un collaborateur en disant voilà, j'ai besoin de ça, il faut que tu te mettes en mouvement sur ça, et ils vont le vivre comme quelque chose pour eux de personnel, alors que c'est tout simplement lié à la feuille de route. En tout cas, dans les savoir-faire, sachez que nous, alors il y a d'autres cabinets bien sûr, mais on travaille sur ces prospectives et on va pouvoir vous dire par rapport à vos équipes, de manière très simple, avec des outils très simples, ce qu'on appelle le make by borrow, pardon pour les anglicismes, et finalement par rapport à vos équipes et par rapport au business model de demain, les compétences dont vous aurez besoin, combien sont amortissables, entre guillemets, développables en interne, combien il va falloir aller chercher à l'externe, parce que là-dessus, vos équipes ou le modèle tel qu'il est écrit demain vous exige effectivement l'arrivée de nouvelles signatures et de nouvelles expertises. Et dans l'emprunt, dans le côté Boro, c'est effectivement comment, pendant cette période intermédiaire, le temps que vos collaborateurs se développent, vous pouvez amortir effectivement certains savoir-faire et certaines compétences. Mais c'est vrai qu'en tant que manager coach, c'est un exercice qui est très délicat. Là, j'accompagne un grand groupement automobile, pour ne pas le citer évidemment, où on passe du diesel à l'électrique. Donc, on est face à des organisations qui ont eu tout un savoir-faire de diesel, de mécanique, je dirais diesel, qui demain passe dans un schéma de technologie embarquée et de digital et d'électrique.
Évidemment, les références doivent changer. Évidemment, les équipes doivent accueillir que leur référence n'est pas la même. J'ai eu l'occasion de travailler avec un groupe de grande distribution aussi, où on a créé les caisses de passage automatisées, ce qu'on appelle les SCO, les self-checkout. Pareil, on n'était plus dans la caissière et dans l'hôtesse de caisse traditionnelle où on passe avec le tapis roulant. Les gens étaient autonomes et donc il fallait accompagner tout simplement debout les personnes avec leur panier. On a eu l'identique dans l'aérien avec tous les billets d'avion et tous les tickets maintenant aériens qui ne sont plus des papiers avec un carbone, etc. Tous ces changements, tous ces savoir-faire, c'est un vrai enjeu quand on est manager coach de faire prendre conscience à ces équipes que ça ne remet pas en question ce qu'ils sont, ça ne remet pas en question tout leur savoir-faire précédent, mais qu'il y a une obligation à devoir se développer et faire un pas de côté, voire des fois un pas de grand côté sur le modèle de demain. Et certains collaborateurs vont dire super, c'est une belle opportunité et j'ai envie d'apprendre et de me développer. Et d'autres ne vont pas s'inscrire dans le modèle de demain. Un manager coach, il doit être en accueil de ça et il doit faire une conversation. Parce que là-dessus, en mobilité interne, comme en mobilité externe, on a des passerelles qui sont possibles, il y a beaucoup de leviers. Donc, le terrain de conversation fait que ce sujet d'employabilité est majeur par rapport à ces savoir-faire de demain. Alors ensuite, j'ai plutôt ce qui manquerait, une stratégie et direction claire avec le top management. 9 sujets sur 10 d'intervention sont effectivement avec une main levée des managers de proximité ou des managers qui vont nous dire « Ouais, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas de vision, donc moi je veux bien qu'on embarque les équipes, mais en les embarquant, on ne sait pas où. » Là, je me fais un peu confrontante. Déjà, personne n'a la science infuse, et donc votre direction, vos actionnaires parfois ne savent pas non plus demain, dans 3 ans, à quoi va ressembler le business model. Donc il faut être en accueil de ça. Et puis deuxièmement, je vous confronte. Si vous n'êtes pas, vous, proactif, et là c'est là où la signature proactive est importante, pour faire des propositions, pour donner une orientation, qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous dise, non, on ne prend pas. Très bien. Mais au moins, vous aurez tenté le coup de dire, tiens, la vision ou le sens de demain, ça pourrait être cette orientation, tatati, tatata. En tout cas, être force de proposition. Et un manager coach, c'est comment je vais récupérer l'information et toujours, rappelez-vous, je suis force de proposition, je pose des options, mais si vous n'y allez pas, il n'y a pas de souci. Je suis en accueil de ça. Et je ne le vivrai pas mal. Je tente ma chance, j'ai l'audace de tenter une proposition, elle est accueillie et je la développe, génial. Elle n'est pas accueillie, je me pose 2 questions. Un, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas été accueillie? Et qu'est-ce qui a pu me manquer? Il y a un petit truc que je vous donne de coach, que j'ai énormément appris moi, en ayant fait Mosaïque à Paris, c'est le pourquoi. C'est très rare ce sera très rare de me voir poser la question du pourquoi. Pourquoi vous emmenez les personnes dans une question de culpabilité ou de justification? Alors, le qu'est-ce que, ça change tout. Ça ouvre effectivement les champs du possible, ça ouvre les conversations, ça ouvre les terrains de jeu X, Y, Z, mais le pourquoi est beaucoup plus restrictif et beaucoup plus risqué. Donc, souvent, quand je travaille dans le module Manager Coach, je vais encourager mes clients à identifier le nombre de fois où ils ont utilisé la question du pourquoi à quelqu'un. Mais pourquoi tu ne l'as pas rendu dans les temps? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? Non. Qu'est-ce qui a manqué à Gaspard pour pouvoir réaliser le projet ou la feuille de route X, Y, Z? De quoi aurais-tu besoin pour réussir demain? Tatati, tatata. Et ça, c'est vraiment très important pour embarquer et garder mobilisées les personnes. Ensuite, ce qui me manquerait, c'est de leur faire comprendre leur intérêt personnel à participer au changement. Il y a toujours une métaphore que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous, qui est celle du tailleur de pierre. Option numéro 1, il y a quelqu'un qui est en train de tailler une pierre. Clac, clac, clac. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je taille. La deuxième option, c'est, on se rapproche de lui, on dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je taille un bloc de pierre de 3 par 4. Donc, ça puisse s'inscrire dans le mur d'en face. Okay, et puis, il y a la troisième option qui est de dire, tu fais quoi? Je taille une pierre de 3 par 4 qui va s'inscrire dans le mur d'en face, qui va s'intégrer dans la cathédrale de demain qui ressemblera à ça. Je ne la verrai peut-être pas, puisqu'elle sera construite peut-être dans une centaine d'années, mais j'ai bien compris l'importance de cette pierre de 3 par 4 et son inscription dans le mur. Voilà. Posez-vous juste, messieurs, dames, les questions de, quand vous partagez la vision ou le sens de demain, est-ce que vos équipes sont de simples, entre guillemets, exécutants et vous leur demandez de tailler? Et il faut tailler, il faut faire ça, et donc il n'y a pas de question. Est-ce qu'il faut leur montrer l'inscription du bloc de pierre déjà dans le mur, pour qu'ils voient les pièces de puzzle et leur contribution au mur, voire est-ce qu'il ne faut pas leur présenter le plan de la cathédrale et leur montrer que cette petite pierre de 3 par 4 va, au sens global, avoir, je dirais, toute sa place
dans le modèle de la cathédrale de demain. Alors après, j'ai plutôt leur partagé le sens de ce changement, voilà ce qui manquerait. Et certains salariés font systématiquement de la résistance et ne voient pas le bénéfice global pour l'entreprise. On ne peut pas uniquement se dire qu'un collaborateur doit voir le bénéfice global d'une entreprise. On se raconte des histoires. S'il ne voit pas, lui, un bénéfice potentiel pour lui, ça va être très difficile de l'embarquer. Mais des fois, le bénéfice, il peut être tout simplement sur avoir une stratégie de un peu voyage en terrain connu. Ben voilà, on va te faire vivre un truc que tu n'as jamais vécu, un business model. J'étais avec un client hier, ils sont sur un business model de start-up, ils n'avaient jamais fait ça avant. Ben voilà, j'apprends d'un modèle de start-up par rapport à des modèles d'avant. Il y en a d'autres qui vont effectivement se dire, bah, tiens, c'est une occasion pour moi de me poser les vraies questions et de pouvoir aborder autrement mon job. Donc, je dirais, le sens, effectivement, il doit être collectif. Et là, il doit y avoir un engouement collectif au modèle de demain, même s'il n'est pas maîtrisé, même si on n'est pas sûr d'eux. On le reverra après avec l'imprévisible, prévisible. Mais on doit aussi se poser la vraie question de quel sens, quel intérêt ça peut avoir pour moi. Et le rôle d'un manager coach, c'est de trouver la petite phrase magique, la petite idée, je dirais, qui va mettre en relief pour la personne, un peu comme si elle se mettait en 3D, du sens pour elle. Ce qui manquerait aussi, c'est l'adhésion aux décisions de la direction, adhérer aux idées. Il y a une vraie question sur jusqu'où est-on partie prenante de la décision et de la réflexion. Parfois, il faut savoir se mettre à sa juste place et se dire que par rapport à certaines décisions, elles sont inhérentes à des actionnaires, elles sont inhérentes à du corporate, à de la direction générale, et on doit faire avec. Et on n'est pas d'office dans cette gouvernance. Et donc, bah voilà, notre rôle, on n'est pas effectivement dans la tour de contrôle, on est dans l'avion, on doit piloter l'avion. Et donc, notre rôle, c'est de mener à port les personnes, mais la carte et tout ce qui se joue dans la tour de contrôle, nous, on nous dit quand est-ce qu'il faut atterrir et décoller. On a une grosse responsabilité déjà dans ce qui se joue sur l'avion. Donc, il y a toujours cette question de la juste place et de sa contribution à la réflexion. Des fois, c'est vrai qu'on va se retrouver, vous, moi ou d'autres, face à des décisions. On se dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils ne nous aient pas consultés pour au moins en discuter parce qu'ils n'ont pas vu ça. On va être furibard en disant, bah, alors là, ils veulent faire, et ben, ils se débrouillent maintenant, ils assument, ils amortissent leur choix. Ça, c'est une réaction qui est émotionnelle et qui est immédiate et qu'on a tous. Après, la vraie question, c'est de se dire, mais finalement, au-delà d'avoir pu, ou potentiellement d'avoir pu prendre la parole là-dessus, est-ce que je n'ai pas à choisir mes bonnes batailles? Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de passer des heures et des heures à essayer d'argumenter que le processus 24 ne marche pas et qu'il faut faire le 25, alors que finalement mon temps et mon énergie, un peu principe ou Pareto 20-80, va plutôt se répartir sur d'autres projets. Et cette prise de conscience et le fait de relativiser avec humilité, ça, le métier de manager coach apprend beaucoup, dans l'humilité, dans l'accueil de « Ok, je n'ai pas donné mon point de vue, ils ont loupé peut-être une petite part, c'est pas grave, j'avance, et à une occasion X, Y, Z, je pourrais peut-être faire un petit pas de côté ou les embarquer autrement, sans en faire un terrain de polémique ou de réaction émotionnelle. » Yael, on a plutôt le désengagement est très difficile à gérer. Alors ça, messieurs, dames, je le redis, je le répète, je fais ma pub et j'assume. Allez voir ce TEDx sur YouTube. Je donne des clés sur les disconnects, ceux qui sont désengagés. Vous le verrez, il y a des trucs et astuces à connaître. En tout cas, il y a une phrase clé, c'est les personnes qui sont désengagées égale et versus courage managérial. Là, il n'y a pas débat, c'est un vrai sujet. On intervient souvent aussi là-dessus par rapport à certaines décisions ou certaines orientations qui sont parfois difficiles à prendre. Mais quand on est face à des collaborateurs disconnectés, désengagés, on doit se poser des vraies questions sur la feuille de route qu'on leur donne, sur le modèle dans lequel ils sont, sur avoir des conversations avec eux pour bien étayer tous ces points. Et si on se rend compte que ça ne prend pas, et bien là, il y a effectivement une conversation en courage managérial à avoir. J'ai ce qui manquerait, le soutien de la hiérarchie. Ah, comment rendre son boss sponsor? Il y a des trucs et astuces. Je ne vous les donnerai pas tous, parce que ça, c'est des trucs et astuces de coach. Mais il y a des trucs et astuces pour avoir son boss en sponsor, pour en tout cas essayer de créer une alliance, ou en direct ou en pas de côté, qui va faciliter, à partir de là, certains terrains de conversation. Et c'est vrai que dans le dispositif Manager Coach, on va avoir un temps de travail sur ces points-là.
Ce qui manquerait également, indiquer le sens suffisamment clairement pour mobiliser l'équipe dans un contexte mouvant. Manager dans enfin, comment dire, le management, c'est accompagner, être dans une posture plutôt certaine dans un terrain de jeu incertain. Voilà, on sait. C'est la solitude du management. Aujourd'hui, moi, avec l'équipe des 20 personnes, j'ai quelques idées, quelques items sur la prospective de demain par rapport à notre modèle, par rapport à la façon dont on va s'organiser. J'en suis pas sûr à 100%. Ben, je dois néanmoins avancer et essayer de garder un cap, même s'il n'est pas maîtrisé. Rappelez-vous ma première slide. On ne peut pas tout maîtriser. On doit avoir cette humilité. Là, ce qui manquerait, c'est plutôt connaître les points de blocage des collaborateurs. Ça, c'est fastoche. Alors là, sincèrement, les points de blocage, on a des trucs et astuces pour pouvoir les aider à poser ce qui les bloque et à pouvoir identifier via ce jeu-là, des PFI, hein, des petits faits insignifiants. Finalement, du bas, enfin du haut, on passe au bas de l'iceberg et on va comprendre ce qui se joue et ce qui est vraiment le caillou dans leurs chaussures. Savoir donner du sens aux équipes. Toujours en lien. Il y a toujours cette logique de sens. Hein. Et c'est vrai qu'en coaching, vous avez raison. Ça a été un des apprentissages que j'ai eu très rapidement dès ma prise de fonction il y a une quinzaine d'années à ce métier. C'est ce qu'on appelle le SPC. Et ça, c'est JBS, effectivement, sur Lyon qui avait posé ce modèle. C'est sens, processus, contenu. Ça ne sert à rien de passer du temps sur le processus et le livrable, le contenu, si on n'a pas un sens de poser. Donc, tout est toujours dans le sens SPC. Et souvent, quand on va faire une réunion, on va tout de suite être sur le livrable. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Non, attendez. On est ensemble en réunion. C'est quoi le sens de notre réunion? Qu'est-ce qu'on attend de ces réunions? Je vais même plus loin. C'est quoi le KPI, les indicateurs qui nous feront dire qu'on a réussi notre réunion? À partir de là, comment est-ce qu'on s'organise? Il y a des rôles et responsabilités. Et à partir de là, on se met effectivement dans la rédaction du livrable. Et c'est vrai que là-dessus, on part souvent en mode inverse parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de rentrer sur le livrable que sur le sens. Alors, ça rejoint un petit peu aussi. Il n'est pas évident de fédérer toute une équipe. Les caractères sont différents, tout comme les attentes des uns et des autres. C'est l'alignement, c'est l'ajustement. Dans une équipe, on va avoir différentes sensibilités, différentes seniorités, différentes expertises. C'est le propre du manager d'être conscient des signatures de chacun, d'avoir un fil rouge. Les séminaires d'équipe sont des moments importants. En tout cas, nous là-dessus, on le voit, que ce soit dans ceux qu'on réalise en interne comme ceux qu'on réalise pour nos clients. C'est une occasion de pouvoir trouver un canevas, un fil rouge qui fait que même si on est complémentaires et distincts sur plein de points, il y a quand même des choses qui nous rapprochent. Et l'idée, c'est de pouvoir, vous, en tant que manager coach, de les aider à capitaliser sur effectivement ce fil rouge. Alors là, on revient sur tout à l'heure par rapport au le pourquoi est bien accueilli dans les entreprises ISO qui fonctionnent en arbre des causes pour tous les sujets. C'est vrai. C'est vrai que là-dessus, il y a enfin, si j'ai bien compris, tu peux me le relire, mais si j'ai bien compris effectivement ce modèle, vas-y, redis-moi, excuse-moi. Le pourquoi est bien accueilli dans les entreprises ISO qui fonctionnent en arbre des causes pour tous les sujets. Wow. Là, c'est une sacrée pensée forte et un concept fort. Enfin, moi, ça me fait penser tout de suite à l'arbre décisionnel et ce qui se joue au niveau des personnes. Et effectivement, à partir du moment où il y a un arbre décisionnel et un sens de poser, on peut dans ce cas-là rentrer sur le pourquoi, mais on est en bienveillance et on n'est pas d'office en justification ou en argumentation. Ouais. Et la D'ailleurs, il y a plein dernière, d'actions, hein. Wow. oui, comment rester embarqué, mobilisé quand le manager semble, entre guillemets, se comporter de façon identique avec les engagés, investis, professionnels de son équipe et les désengagés? Rebelote, courage managérial, siffler les hors-jeux. C'est un vrai sujet. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a les entretiens de cadrage et le fait de siffler les hors-jeux, il y a tout un processus. Alors, je vais pas, c'est pas le débat. Alors, je ferai un lien avec le triangle de Cartman tout à l'heure, mais il n'y a pas débat. Il y a tout un processus pour pouvoir essayer, sans trop de maladresse et sans exposer trop les personnes, à pouvoir lui indiquer que là, il y a un signal fort de disconnexion, hein, de déconnexion, et que ça pose un vrai sujet pour l'équipe et pour l'organisation. Mais toujours dans un terrain. Moi, je suis toujours très, très bienveillante. Quand je dis bienveillante, j'ai surpris pas mal de personnes de mon équipe en leur disant c'est quoi pour toi le coup d'après?
Non, j'ai pas envie de partir. Non, mais moi, il n'y a pas de sujet. Je ne te demande pas de partir ni de quitter le cabinet. Mais demain, si tu avais une baguette magique, ce serait quoi le coup d'après? D'avoir toujours en tête, finalement, la petite phrase qu'on ne s'autorise pas et de se dire, ben, finalement, par rapport à un projet ou par rapport à un modèle X, Y, Z, on sait que cette personne peut avoir cette intention de ce projet. Je vais prendre une image qui est un peu provocante et pardonnez-moi sur ça, mais c'est pas parce que je vais parler de la mort que pour autant je meurs. C'est pareil, c'est pas parce que je parle du coup d'après, du parcours professionnel et de la stratégie professionnelle et de l'employabilité de la personne que pour autant je lui demande de partir. Non, mais j'ai bien en tête son driver et ce qui va effectivement la maintenir embarquée et mobilisée à mes côtés et demain peut-être lui donner l'opportunité d'aller là où elle a envie d'aller. On le sait, enfin aujourd'hui, et la génération, et j'ai une quinzaine d'interventions sur l'intergénérationnel, on sait bien, nos jeunes d'aujourd'hui vont avoir 7, 8, 9 métiers différents, et boîtes aussi. Donc, on n'est plus dans un ancrage où pendant 15 ans, c'est un métier pour la vie. Et il faut être en accueil de ça. D'autant plus avec la prospective des métiers. Et là, on a travaillé pour un grand groupe international et on va le faire à nouveau pour une autre société. On se rend compte qu'il y a sur ce qu'on appelle les strategic roles, on a au moins une trentaine de rôles qui n'existent pas aujourd'hui, qu'il faut développer. Donc, de toute façon, il y a de quoi pouvoir travailler sur soi et sur son modèle de demain. Et réembarquer les gens avec un modèle professionnel peut-être distinct de celui qu'ils ont eu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis coach. Hier, j'étais patron de grosses divisions dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Demain, là aujourd'hui, j'ai 53 ans. Demain, je ne sais pas. Je suis en accueil de peut-être demain faire autre chose. Et pourquoi pas? On va avancer, Yael. Je te propose d'avancer du coup. Alors rapidement, il y a l'imprévisible prévisible et l'imprévisible imprévu. Ça, c'est un truc à avoir en tête. Dites-vous que effectivement, l'imprévisible prévisible, on sait que ça va se produire. On ne sait pas exactement quand, ni pourquoi, ni le moment, ni les conséquences, mais on sait que l'éventualité est là. Alors que l'imprévisible imprévu, là, c'est la gestion de crise. On ne l'avait pas vu venir. C'est très incertain. Et on se retrouve plutôt en gestion de crise et en situation en mode pompier. Pareil, en tant que manager coach, posez-vous les vraies questions. C'est quoi mon imprévisible prévisible? Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais concrètement, c'est quoi mon imprévisible prévisible? Qu'est-ce qui peut se passer demain dans l'orga, dans effectivement le modèle dans lequel je suis, par rapport à mes équipes, par rapport à mes clients, par rapport au marché, par rapport à l'écosystème? C'est pas parce qu'on va le signifier, c'est comme parler de son employabilité, c'est pas parce que je vais en parler que d'office ça a lieu, mais au moins, on est conscient, c'est ancré, c'est dans un coin de la tête, on sait que le cerveau a une force de frappe et une puissance et une mémoire incroyable, donc au moins, c'est posé, et si jamais ça avait lieu, on ne serait pas en gestion de crise immédiate, on aurait déjà des items pour avoir eu le temps d'y réfléchir et en tout cas de pouvoir le poser. C'est la première question du coup pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous paraît être votre imprévisible et prévisible, pardon. Donc là, vous me faites une petite réponse dans le chat. Le départ de collaborateurs clés dans l'organisation. Ah ben ça, alors ça, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, je suis de la génération X, 1968, c'est-à-dire que quand je n'étais plus en phase dans les modèles, j'ai eu l'occasion de travailler dans 4-5 grosses organisations, quand j'étais plus en phase avec le management ou avec la direction ou les orientations posées, j'ai quand même gigoté. J'ai donné le signal en disant, boss, là, je ne me sens pas, ou je me sens en écart. Enfin, en tout cas, j'ai donné l'alerte. J'ai pu manifester mon incompréhension, mon éventuel désengagement, mon incapacité à, mais j'ai levé la main pour dire si je veux continuer à me développer dans cette organisation, dans ce modèle tel qu'il est écrit, je ne suis pas sûr de pouvoir être le bon maillon clé. Et donc, j'ai levé la main. Ce qui fait que le jour où potentiellement j'ai démissionné, où effectivement, je suis parti sur un autre cap professionnel, entre guillemets, mon management et la DRH n'ont pas été surpris de ma décision puisque j'avais donné ces signaux d'alerte. Et ça, c'est propre à notre génération X. Les quinquas d'aujourd'hui, alors je dis toujours en clin d'œil les quinquados, mais c'est un peu notre signature, on va quand même donner l'alerte. Les jeunes d'aujourd'hui, mais là, il n'y a pas photo. On est dans un schéma de consommation et d'immédiateté qui fait qu'effectivement, ils vont, sans donner la moindre alerte, changer de crèmerie, pardon pour l'image, du jour au lendemain, et on ne l'a pas vu venir. Et combien de fois on se retrouve avec des DRH ou des managers qui disent, ils ont
démissionné. Nous, on avait tenu nos engagements, on était en phase avec ce qui était prévu, et du jour au lendemain, ils nous ont annoncé qu'ils allaient quitter l'organisation. Ça, c'est un point générationnel sur lequel il faut être très vigilant. En tout cas, le truc et astuce que je puisse vous donner, c'est qu'il faut se mettre en donnant-donnant et plus en gagnant-gagnant. On n'est plus dans le référentiel qu'on avait de notre génération X. En tout cas, pour les jeunes entrants, ils ont des modèles et un référentiel de famille personnelle et d'entreprise qui n'a rien à voir avec le nôtre, sur lequel, effectivement, dès qu'ils voient une opportunité, ce ne sont pas les opportunistes, dès qu'ils voient des opportunités, ils vont surfer dessus sans aucune hésitation. Alors là, ça rejoint, puisque c'est sorti de personnes piliers de la structure. Donc, tu viens d'y répondre. Le retour du confinement et couvre-feu. Oh mon Dieu. Ah. J'espère pas. J'espère. On est tous au même point. Ça peut être dans l'imprévisible prévisible. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations, par les modèles, et là, il y a beaucoup d'accords qui sont en train d'être posés au niveau d'un travail hybride quand c'est possible, au niveau de tout ce qui est industriel avec les lignes de prod, ça s'est aussi structuré, organisé. Avec les personnes qui étaient 100% en distanciel, ça a permis de voir aussi ce dont les temps présentiels pouvaient être en exigence et quand il n'y avait pas besoin d'être d'office au bureau. Donc, c'est sûr que là, si on retrouvait une nouvelle vague avec à nouveau un mode enfermé chez soi, il faudrait accueillir à nouveau ce qui va se jouer, mais on l'a vécu. On l'a vécu, on est organisé, structuré, donc je pense que ça s'aborderait non plus dans une gestion de crise de guerre, comme ça avait été le cas en mars 2020, mais comme comment, surtout, on perd pas le cap, on garde le sens et on trouve sa bonne écologie à soi. Parce que là, effectivement, il y a eu beaucoup de burn-out, il y a eu beaucoup de surperformance pendant cette période, et il est vraiment très, très important d'être en vigilance sur l'écologie de chacun en distanciel et dans les modèles dans lesquels ils sont. Et j'ai enfin le non-engagement prévisible d'un salarié face à un changement. Voilà, conversation. On doit sortir d'un modèle sachant, apprenant, dominant, dominé. On est dans un modèle où on est en conversation. Il s'avère qu'on a un mandat, nous, managérial, vis-à-vis d'une équipe, mais cette posture et ce job ne nous bloque surtout pas à cette conversation d'altérité et d'échange avec ce qui se joue pour le collaborateur et son désengagement. Je préfère 10 fois plus pour un collaborateur qui me dit bah voilà, moi j'arrive en fin de cycle avec vous BPI et j'ai envie de partir ailleurs et autrement. Si moi je peux l'accompagner, lui donner les recommandations, voir les pistes, puisqu'on a bien sûr une force de frappe sur tout le marché caché réelle et sérieuse, mais au sein du cabinet, si je peux l'aider là-dessus à rebondir autrement, ben, je suis sûr qu'un jour, dans quelques années, s'il parle effectivement de BPI et du management, il dira ouais, moi je me suis bien éclaté chez eux, mais quand j'ai senti que c'était plus dans le modèle de demain, ben voilà, ils m'ont aidé à partir correctement et le partir correctement, ce n'est pas juste la rupture conventionnelle avec le chèque et la transaction. C'est aussi tout l'état d'esprit, tout l'accompagnement, toutes les modalités, tout l'écosystème pour aider cette personne à faire le bon nouveau choix de sa vie, de son parcours professionnel. Je préfère 10 fois plus pour un collaborateur pendant 5 ans, et c'est le contrat, donnant, super engagé et qui sera investi, et qui après repartira pour des raisons de géographie ou de vie perso dans un autre modèle, que effectivement une personne, on est sur de la durée, on essaye de tenir. C'est aujourd'hui, en plus avec les nouvelles techno, il faut être très très vigilant là-dessus. Ok, on avance. C'est tout pour moi. Rapidement, nos 3 batteries, ça c'est aussi un outil de coach, mais on travaille sur 3 batteries, tête, cœur, corps, à la fois la façon dont on conceptualise les choses, la façon dont on les vit en termes émotionnels, et la façon dont on va les activer concrètement. Donc on est sur la résonance RAI, comme je le disais tout à l'heure, ou résonance RA, donc on a plusieurs sensibilités. Nous, notre rôle, c'est et là on le voit beaucoup quand on travaille sur les RPS, sur les risques psychosociaux, à ce qu'au maximum les personnes soient alignées sur ces 3 batteries, parce que le problème, c'est quand il y a une des batteries qui se vide, les 2 autres, malheureusement, ne la rechargent pas. Donc, on a toujours une vigilance à être bien au rouge, un petit peu parfois à l'orange, mais surtout pas d'être au vert, pardon, parfois un peu à l'orange, mais surtout pas au rouge, parce que quand les batteries sont au rouge, ben là, ça s'appelle le burn-out. Et là, je vous rappelle qu'on est sur le terrain du médical et de la pathologie médicale. Nous, coach, malgré toutes nos bonnes intentions et envie d'aider, je dirais, son prochain, on ne peut malheureusement rien faire. Alors, on voit sur la slide d'après, effectivement, ces 3 batteries qui sont
effectivement, vont impacter sur une logique de génie, hein, sur le côté génial et des idées géniales, innovantes, et qui soient effectivement avec tout le concept derrière l'appui. Il y a ce côté héros, entre guillemets, avec tout l'émotionnel, où on va, à partir de là, avoir une vraie résonance émotionnelle dans ce qui se joue. Et puis le côté champion, où là, dans la mise en mouvement, on transforme l'essai et on arrive à pouvoir aller vers ce renforcement physique, c'est-à-dire ce renforcement d'action. Alors, ceci étant posé, on le voit sur la slide d'après, quand on est en tension, on peut avoir plusieurs bonhommes. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Ah, il faut revenir juste avant. Voilà. Alors, il en existe d'autres. Là, j'en ai pris 3, par exemple, mais effectivement, à chacun d'écrire son petit bonhomme. Mais on peut, des fois, quand on est en tension et quand on est en incompréhension, en colère, ou en tout cas sur un sujet qui vraiment fait que ça impacte ou notre façon de réfléchir, ou notre façon d'accueillir l'émotion, ou d'agir, on peut, par exemple, dans le petit bonhomme, il y a des personnes, moi, j'ai certains de mes coachés, ils vont, mais alors, stopper tout émotionnel, et donc, ils sont uniquement cérébral et action. C'est tête et jambes. Mais là, tout le terrain émotionnel, tout ce qui peut se jouer pour eux dans les colères, les émotions positives ou négatives, elles sont complètement stoppées. Et donc, on a un travail, moi souvent, je vais les embarquer marcher. On sort d'un bureau de travail avec un paperboard et un ordi. On va d'office se mettre au pied d'un arbre et j'essaie de les aider à lâcher un petit peu ces émotions. On peut avoir des personnes, à l'inverse, qui vont être beaucoup dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être quand ils sont en tension ou en conflit, ne vont plus chercher à trop réfléchir et conceptualiser ce qui se passe, ne vont plus non plus agir, mais tout va être effectivement centré sur un terrain émotionnel avec des sur- ou des sous-réactions. Hein, et donc, vont être pas dans l'alignement classique qu'on connaît d'eux. Et puis d'autres vont, par contre, avoir les jambes coupées. C'est-à-dire qu'ils vont bien analyser ce qui se passe, bien être en accueil de leurs émotions, mais là, ça les flingue, ils ne sont plus en mouvement. Ils n'arrivent pas à prendre une décision, à prendre des initiatives, à se mettre en mouvement. Par contre, ils ont bien l'intention, ils ont bien l'accueil émotionnel. En termes d'intention, tout est là, mais l'impact et le comportement qui va effectivement appuyer cette intention n'est pas là, et donc ça reste très conceptuel et très émotionnel. On avait envie de vous poser la question de savoir comment était votre petit bonhomme quand vous faites face à une situation complexe, quand vous stressez face à une situation. Est-ce que vous êtes plutôt tête-jambe, cœur ou tête-cœur? Aurélie, si tu peux lancer le sondage. Voilà. Alors, on a d'autres options, hein. On peut être aussi jambes, cœur, etc. Là, on a choisi ces 3-là qui Oui. sont souvent par expérience les plus utilisés quand on est face à un coaché, quand on a quelqu'un de son équipe qui va effectivement être un peu en exposition et en fragilité. Je peux vous dire déjà qu'il y a un point qui se dégage. Ah, Non. J'attends un petit peu. Ah, ça a descendu un peu. Allez, je partage. Hein. non! Ah, intéressant, Ah oui! intéressant. Les 2 tiers d'entre vous, vous êtes près d'une cinquantaine, aucun souci pour bien conceptualiser et intégrer ce qui se joue au niveau intellectuel, aucun souci pour accueillir les émotions, mais par contre, ça ne vous met plus en mouvement. Vous n'êtes plus en dynamique active de quoi que ce soit et vous allez plutôt être en observation de ce qui se joue, en bonne objectivité et lucidité de ce qui se joue, mais pouf, ça vous met comme s'il y avait un coup de frein donné. Intéressant. Ça, c'est bien d'avoir effectivement un score aussi marqué à 63%. Ça laisse supposer qu'effectivement, dans nos batteries, et là, pareil, hein, dans notre hygiène de vie et dans notre rythme de vie, on doit toujours se poser la question de son stage de décompression. Quand on sent qu'on est en tension et qu'il y a vraiment des choses qui commencent à impacter sur nous, c'est quoi notre stage de décompression? Les personnes, elles vont se mettre plutôt en mode huître et elles vont se refermer sur elles et elles ont besoin d'un temps de silence. J'ai une de mes coachées, elle est partie une semaine dans le désert faire un trek toute seule. Voilà, elle a besoin de... D'autres, à l'inverse, vont au contraire bouger
et voir beaucoup de monde et se nourrir d'ondes et d'énergie positive de leurs proches pour pouvoir repartir autrement. En tout cas, cette mise en mouvement, elle est importante et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a un stop de mise en mouvement, là où beaucoup d'organisations vont être très en regard de ces prises d'initiative et de ce qui va être fait. Intéressant. Je n'aurais pas pensé que les résultats auraient été aussi marqués par vous tous, et vous êtes presque une cinquantaine. Ouais, intéressant. Bon, là on rentre sur un sujet, c'est notre cœur de réacteur de coach. Il faut savoir qu'un sujet comme celui-ci, je vais y passer quasiment une demi-journée quand on va travailler avec des clients ou des collaborateurs sur ce sujet. Je voulais juste vous partager les prérequis du triangle dramatique. Quand je suis en tension moyenne avec Gaspard, je reprends mon Gaspard, j'espère que vous n'avez pas d'aïeul ou d'enfant qui s'appelle Gaspard, mes sourires Farida et Aurélie qui connaissent mon Gaspard et ma mascotte nationale. Quand je suis en tension avec Gaspard, il faut que je me dise qu'au-delà de ce qui se joue entre Gaspard et moi, qui peut être un collaborateur, mon boss, un collègue, ben finalement, ça se joue en triangulaire. Il y a un jeu, c'est le jeu de triangle de Cartman, ce qu'on appelle le triangle dramatique. Il y a un jeu qui va s'opérer où finalement, c'est Yael et Gaspard, mais il y a un troisième acteur. Et ce troisième acteur, effectivement, peut être l'organisation, peut être un collègue en indirect, peut être un autre collaborateur, peut être une voix off, peut être un client, mais il y a toujours quelqu'un qui va être un accélérateur de la tension qui s'opère entre Gaspard et moi. Ce que nous dit Karpman très rapidement, c'est de dire, des fois on va se sentir victime, effectivement on est victime de son boss ou de son collaborateur dans sa posture, des fois on va se sentir persécuteur, alors là ce sont des mots bien sûr de coach, mais on va être dans le mauvais rôle, on a l'impression d'être le méchant loup et on nous donne une image de celui qui va devoir réduire les coûts, etc. Et donc on est dans une signature où on va challenger, mais pas d'une manière positive, une organisation. Comme des fois on peut être super Bruce Willis, avec notre super cap, super zorette. Et donc, on va sauver le monde. Et heureusement, grâce à notre signature et un petit peu en mode pompier, on va éviter un clash d'équipe ou un problème client ou un sujet XYZ. Et donc, on est heureusement là avec notre cap et notre épée. Cartman dit voilà, quand on est en tension entre deux personnes, il faut trouver le troisième acteur. Non, juste avant, ça n'attendez pas. Il faut trouver le troisième acteur. Et deuxièmement, finalement, on joue les trois rôles. Alors, j'en dis pas plus. Infusez cette information. Mais là où vous pouvez, dans une situation avec un de vos collaborateurs ou de collègues ou boss, vous sentir en tension et victime, dites-vous que mine de rien, vous êtes aussi persécuteur et aussi sauveteur. Et lui, là où il peut être dans une posture où il peut être persécuteur, il peut être aussi sauveteur. Donc, les trois rôles tournent. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir revisiter avec effectivement toutes les mises en situation. On peut passer à la slide d'après, effectivement, ce qui va se jouer dans les rôles et dans les attitudes de chacun. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment, en tant que manager coach, un petit truc et astuce à connaître. Comme quoi, quand je suis, et moi je le vois, quand je suis en tension avec un de mes collaborateurs, avec mon boss, avec un collègue, quel qu'il soit, je me dis, c'est pas possible. Et tout de suite, je me dis, bon, c'est qui le troisième? Qu'est-ce qui fait que, avec Gaspard, je suis en tension et d'office, je vais chercher mon troisième acteur et je vais me rendre compte, effectivement, de cette triangulaire qui se joue. Ça, c'est très, très intéressant. Mais là, sincèrement, ne faites pas d'apprenti sorcier. Ça se travaille, ça doit être revisité. Je vous encourage à aller voir tous les articles sur Karpman. Il y a effectivement le triangle des 3 P, permission, protection, puissance, qui permet d'en sortir. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est un très très bel outil de coach. Et aujourd'hui, quand je supervise certains coachs ou certains collaborateurs, je vais m'assurer effectivement de leur compréhension et maîtrise de cet outil de Karpman, qui est un des incontournables dans notre métier. Alors, on ne va pas en faire une grande discussion parce que je vois le temps qui tourne. Est-ce que vous connaissiez, vous ne connaissiez pas? Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous avez des réactions, Mm. si vous connaissiez effectivement, et puis dans le cadre de l'entreprise, quoi, par rapport au manager coach. Yael, juste je précise qu'apparemment, il y a un fils d'un participant qui s'appelle Gaspard. Bon, alors on va passer sur un autre prénom. Pardon, je suis désolé. On va prendre Hippolyte. Est-ce que je crains quelque chose avec Hippolyte? Je pense pas. Alors, on va peut-être avancer. Je ne sais pas s'il y a des réactions, Aurélie ou...
Non. Alors, si vous voulez des informations complémentaires, parce que d'après ce que je vois, sur les 3 P, là, je vous invite à ce que je vous ai donné l'adresse mail de revenir vers Delphine Rousselet Oui. avec son adresse email. Je la redonne du coup dans le chat. Ah bah super. Et avoir des informations complémentaires et pouvoir échanger soit avec Et elle. Delphine, effectivement, fait partie de mon équipe et organisera l'agenda et les rendez-vous, mais n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher d'elle par rapport aux points que j'ai pu aborder pour continuer cette conversation et avec plaisir pour échanger. Mais c'est vrai que le pari était audacieux de pouvoir Et vous encore, partager on a fait certains des outils. coupes, hein, mais voilà. Et Le encore, ouais, cadre c'est vrai. autonome. Celui-là À part- aussi, on va le passer rapidement, mais dans le cadre d'autonomie, on le disait, il faut que les collaborateurs se mettent en mouvement, soient engagés. Ça tient aussi à l'autonomie que vous allez leur donner. Cette autonomie, elle passe aussi par des étapes. Pareil, il faut se dire que ce n'est pas noir-blanc et dès que c'est annoncé, paf, il y a tout un processus. Et donc, nous, on est là pour vous donner le cadencement, les différentes étapes et les différents points de regard qui vont vous confirmer que la personne a passé un cap et donc passe à l'étape d'après. Quand on veut faire gagner des équipes en autonomie, on doit passer par 4 étapes. D'un système de dépendance, il faut les mettre en contre-dépendance, puis après en indépendance et enfin en interdépendance. Rebelote, vous le voyez sur la slide d'après, on est effectivement sur un postulat où, par rapport à ces 4 étapes, on va passer d'une stratégie de paillasson, où je vais accueillir, je supporte effectivement ce qui se dit, donc je suis très dépendant, hein, je ne suis pas du tout autonome, à une réaction de hérisson, hein, ça fait aussi un lien avec la courbe du changement, donc je suis en résistance et je vais un peu contre-attaquer, à une logique de polisson, je vais être un peu rebelle, et je vais sortir un peu des zones habituelles pour gagner en confiance en moi et expérimenter, à effectivement une étape d'unisson. Donc on retrouve, on peut rentrer par différentes portes, on retrouve un peu cette logique de courbe de deuil et de courbe du changement, mais quand vous voulez demain faire gagner vos équipes en autonomie, oui, il va falloir accueillir que des fois ils vont être en hérisson, ils vont vous challenger, vous confronter, oui, ils vont sortir des sentiers battus, il va falloir accueillir leurs pas de côté, les éventuels échecs et les terrains d'autorisation qui vont se prendre pour enfin être en interdépendance. Donc voilà, c'est tout un processus qui fait que déjà, nous, en tant que manager, et donc dans une signature de manager coach, il faut qu'on soit en accueil de soi, de ce que ça déclenche. Quand effectivement, on va être face à notre Hippolyte, et donc Gaspard, qui va être en hérisson et qui va effectivement être en désalliance avec nous, voire provoquer le système et nous rendre l'exercice compliqué. Mais c'est une façon, et c'est un signal où on sait qu'il est en mouvement. Rappelez-vous, si vos équipes vous disent « je suis perdu, je ne comprends plus rien », c'est très bon signe. Très, très bon signe. C'est qu'ils lâchent le référentiel. J'insiste dessus parce que c'est vraiment important. On avait envie de vous poser la question, à votre avis, quelle est l'étape la plus compliquée à aborder? Celle du paillasson, celle du hérisson, celle du polisson ou celle de l'unisson? On a rappelé un peu, voilà, paillasson, dépendance, hérisson, contre-dépendance, polisson, indépendance, unisson, interdépendance. On vous laisse voter. C'est OK, Aurélie? Oui, c'est OK, je vais diffuser. Ah, Ah oui, les net. résistants. Ah, la stratégie de la résistance. Ah, bah ça. Ah, bah c'est clair que là, comment on accueille les résistants? Et là, on a, nous, un autre modèle aussi, alors je ne vais pas présenter aujourd'hui, qui est, on est avec les 8, il y a 8 corrélations sur la stratégie d'alliance, mais c'est clair que là-dessus, les hérissons, il faut créer une stratégie d'alliance pour les embarquer en polisson. Et c'est vrai que ceux qui sont pas alignés, pas dans le sens, pas engagés, le point positif, c'est qu'ils vous donnent le signal qu'il y a un truc qui ne leur va pas, mais qu'ils sont prêts à bouger. Il faut vraiment positiver là-dessus. C'est vraiment un point sur lequel il faut être clairvoyant. Ça vaut bien plus que, pardon pour l'image, tous les bisounours, oui, oui, ouin, ouin, on formule comme on veut, ils vont dire oui, 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 et en fait, quand vous creusez, la perfo, elle n'est pas là, les signaux, ils ne sont pas là, mais par contre, en réunion, ils sont sympas, ils disent ah oui, tu as raison, c'est très bien. Ouais, mais concrètement, ils ne font pas bouger le curseur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important.
Donc les hérissons, bien sûr que c'est difficile. On est déjà pompé en termes d'énergie, en termes d'écologie personnelle. On a envie que nos équipes ne nous en remettent pas à nouveau sur la tête et soient un petit peu plus facilitateurs et en compréhension. Un manager coach va aussi aider, je dirais, il va aussi s'autoriser à partager ses moments de fragilité. Moi, il peut m'arriver à certains moments, soit quand je suis en intervention client ou même avec mon équipe, de dire bah là, je sais pas, ou là, je suis paumé, ou là, j'en peux plus. Ces terrains d'autorisation, ces signaux, ce ne sont pas des fragilités ou on n'est pas en faillite. On s'autorise à dire que là, trop, c'est trop. Et ça, c'est aussi c'est un terrain d'autorisation qu'il faut avoir. L'important, Yael, c'est identifier votre sas de décompression. je suis désolée, je te presse un peu, il nous reste 5 minutes. À plusieurs reprises, tu as évoqué un dispositif. Je pense que ça serait intéressant peut-être d'en parler pour voir un peu de quoi il Sachez que s'agit. là-dessus, sans être effectivement dans des usines à gaz, on a un modèle, alors après on peut l'ajuster en fonction de vos besoins, mais on a un modèle très simple qui va associer des temps pour la personne, pour vos collaborateurs, pour vous avec votre direction et pour nous dans notre travail avec vous, où finalement on est, vous voyez, hein, sur des temps où on a une dizaine d'heures d'intervention en direct en collectif, avec 3 fois 3h30 qu'on fait en distanciel ou en présentiel, un temps effectivement de master coach en support, plus après un structurant qu'on vous propose à avoir entre vous ou entre vos équipes et la direction, et vous, hein, on est sur des budgets qui peuvent être amortis par certains supports et subventions type Atlas, 2i, proximité, etc. Donc, parce qu'on va faire un diagnostic, parce qu'on va développer, mais sachez qu'aujourd'hui, cette signature de manager coach, alors bien sûr, il y a des écoles hein, qui vont vous former à cette pratique métier, et là, vous en faites vraiment votre terrain de jeu principal. Là, nous, on est dans une sensibilisation, on démystifie et on va reprendre un petit peu ce que je vous ai indiqué, mais beaucoup plus détaillé avec plein d'autres jeux, et on va faire vivre à vos équipes certains exercices pour qu'ils prennent conscience de ce qui se joue. Donc, par exemple, le petit bonhomme, les 3 batteries, on va leur faire dessiner et le commenter. On va leur demander de se positionner sur le cadran de l'autonomie, etc., etc. Et donc, c'est un dispositif qui est plutôt simple à organiser, qu'on peut faire mix distanciel et ou présentiel, qui concerne toute population, cadre et non cadre. En tout cas, on essaie de, par cette porte de manager coach ou de collaborateur coach, créer une dynamique pour créer un esprit solidaire. On ne peut rendre une équipe, et ce sera ma conclusion, on ne peut rendre une équipe performante que si elle est solidaire. Et ça, c'est super important. Et la conversation sur une signature de coaching et sur certains trucs et astuces de coaching peuvent être vraiment de très bons prétextes de conversation par rapport à des sujets réels et sérieux qui ont lieu au sein de votre organisation. On avait remis voilà, les différents, la présence régionale en fait. Donc ça, c'est des choses voilà, pour retrouver les coordonnées de BPI Group. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être Aurélie, s'il y a une question. Non? Ok. Bah, je pense qu'on a les participants ont posé leurs questions au fur et à mesure. On vous a aussi également remis nos coordonnées. On est à disposition. Hein, n'hésitez pas s'il Une y a super des équipe, je problématiques. confirme. C'est vrai, sérieux. Et puis on vous a remis, on fait un peu de pub. 18 novembre prochain, on va parler de performance et de motivation. Ça tombe bien, engagement, désengagement. Et puis on réabordera de manière un peu différente l'engagement des talents, pénurie et engagement des talents. On sait qu'aujourd'hui, le problème, c'est le sourcing aussi dans les entreprises. Comment sourcer et puis comment fidéliser, garder ses compétences, ses talents. Donc, on aura le plaisir de retrouver Yael en Belle 2022. Oui, on a déjà un programme chargé. On n'hésitera pas à vous mettre les liens sur enfin, on retrouve en fait ça sur l'agenda d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et puis par les réseaux sociaux, ça marche bien. Il me reste à vous remercier. Ouais, on est dans les temps. Merci Ouais. Yael, merci Merci. Aurélie, merci à tous les participants d'être restés jusqu'au bout, d'avoir posé des questions, d'avoir joué le jeu. C'était super. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. À bientôt. À Au bientôt, revoir. merci. Au revoir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. L'industrie est notre richesse.